aujourd'hui, puis de donner le coup d'envoi à votre panel sur l'état des développements des collections. Comment mieux représenter les communautés de langues officielles en situation minoritaire? Je tiens vraiment à vous remercier, Madame Savoie, secrétaire générale, championne des langues officielles à Bibliothèque et Archives, de m'avoir invité parce que je pense que ça va me donner un peu une opportunité de présenter les champions des langues officielles du gouvernement du Canada, mais aussi le Conseil du réseau, un peu qu'est-ce qu'on fait dans cette, je dirais pas un emploi, mais dans c'est du volontariat. Puis qu'est-ce qui amène un sous-ministre adjoint des biens immobiliers à travailler dans le domaine des langues officielles et à s'impliquer dans les langues officielles? Mais premièrement, j'aimerais dire que le domaine des archives et du patrimoine documentaire m'interpelle à un niveau très personnel. J'ai eu l'occasion de travailler à Bibliothèque et Archives Canada de 2011 à 2013 et où j'ai rencontré des employés vraiment engagés et dédiés à la préservation du patrimoine documentaire du Canada. Non, je n'étais pas un archiviste ni un bibliothécaire. Pendant que j'étais à Patrimoine, j'ai dirigé la mise en place de projets très intéressants. Il y en a un qui est sur l'autoroute 50 et il y en a un autre qui s'appelle maintenant Gatineau 2. Puis je suis extrêmement fier de le voir en marche et de le voir en création aujourd'hui. J'aurais aimé y rester pour le voir finir, mais comme nos carrières nous amènent à plusieurs places, on m'a demandé d'aller ailleurs en 2013, donc ce que j'ai fait. Donc, Bibliothèque et Archives Canada et le travail que vous faites, c'est un endroit qui m'est cher, puis un mandat qui m'est aussi très cher. Avant d'occuper mon poste, comme Lida l'a mentionné, qui m'amène aujourd'hui, je préserve le patrimoine immobilier du Canada. Donc, on a plusieurs édifices patrimoniaux à travers le Canada. Donc, c'est ça mon rôle, puis je pense que c'est aussi important. Puis, avant ça, j'étais à la tête du bureau de la traduction, puis on a eu la chance, pendant cette période-là, de travailler avec plusieurs organismes œuvrant auprès des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Puis j'ai vraiment apprécié les partenariats qu'on a pu créer au bureau de la traduction, puis qu'aujourd'hui se continue avec Lucie Séguin qui est là. Ma vie professionnelle aussi m'a amené à vivre des deux côtés de la rivière des Outaouais et aussi à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Bien au-delà du cheminement de carrière, cette mobilité m'a permis de découvrir différentes facettes des enjeux auxquels font face les communautés et de comprendre à quel point il est important de favoriser leur vitalité. Je suis québécois de souche et quand j'ai été amené à Halifax, me retrouver dans un milieu complètement anglophone, a été difficile pour moi de retrouver mes repères. Donc, puis je voyais les communautés francophones, puis la résilience de ces communautés-là, puis le désir de garder leur langue. Puis ça, pour moi, ça a été extrêmement important. Après avoir été vice-président du Conseil du réseau pendant presque 3 ans, j'en assume la direction depuis 2020. Ce rôle m'amène, entre autres, à avoir une vision horizontale des enjeux gouvernementaux en matière de langues officielles. Laissez-moi vous parler un peu du rôle des champions. Peut-être que pour d'entre vous, ne connaissez pas le rôle à Linda, mais c'est quoi un champion dans le gouvernement du Canada et qu'est-ce que le réseau des champions des langues officielles fait pour ces champions-là? Les champions des langues officielles jouent un rôle particulier au sein de la fonction publique fédérale. Il s'agit généralement de cadres supérieurs faisant preuve d'un leadership exemplaire et usant de leur pouvoir d'influence pour faire la promotion d'une véritable culture du bilinguisme et d'assurer que les langues officielles occupent une place de premier plan au niveau de la haute gestion du sous-ministre, des sous-ministres. Souvent, on se réfère à ces champions-là comme la bonne conscience de leur sous-ministre ou de leur administrateur général en matière de langues officielles. Et on les rapporte l'importance des langues officielles qui, quelquefois, souvent sont, non, je ne dirais pas souvent, mais quelquefois sont oubliées à l'intérieur du gouvernement. Et on a tendance à prendre une langue ou l'autre, ou dépendamment où on est, et ne pas quelquefois favoriser l'utilisation des deux langues officielles. Donc, les champions jouent un rôle là, volontaire, mais c'est un rôle très important
à l'intérieur de l'administration fédérale. Donc, il y a plus de 200 champions des langues officielles qui œuvrent dans les ministères, les agences, les sociétés d'État et conseils fédéraux régionaux à l'échelle du pays. Donc, on est plus de 200 champions dans tous ces organismes-là. Donc, pas seulement les ministères fédéraux, mais Via-Rail, Poste Canada, ont tous un champion des langues officielles qui fait vraiment cette conscience-là, puis qui amène les enjeux de langues officielles à la table de gestion. Le Conseil du réseau, lui, c'est vraiment un groupe de 25 membres qui a pour mandat de donner une voix collective aux champions, de les mobiliser et de promouvoir une approche commune. Nous sommes d'avis que le Conseil joue un rôle unique en tant que leader et innovateur, misant davantage sur sa capacité d'influencer. En 2018, le Conseil s'est doté d'un plan stratégique triennal fondé sur 4 piliers qui s'arriment à l'initiative au-delà de 2020 sur le renouvellement de la fonction publique, soit le leadership, la mobilisation, le soutien et les partenariats. Le Conseil encourage les cadres supérieurs à donner le ton en matière de langues officielles afin d'engendrer un changement de comportement et de favoriser la reconnaissance du leadership exemplaire. À titre d'exemple, en 2019, nous avons participé à la remise des prix d'excellence et de leadership en langues officielles menée par Patrimoine canadien. Nous souhaitons aussi renforcer le rôle mobilisateur du Conseil, tout en contribuant à l'avancement du programme des langues officielles. Je suis fier d'annoncer à ce titre que le Conseil vient de compléter un exercice en collaboration avec le Bureau de la traduction, le Service public et approvisionnement Canada. Pendant plus d'une décennie, le Conseil a rassemblé les ressources et les pratiques exemplaires dans un recueil de ressources sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles à l'intérieur du gouvernement, jouant un rôle clé en matière de mobilisation des connaissances au sein de la fonction publique fédérale. Avec l'arrivée du carrefour des langues officielles, logé sur le portail linguistique du Canada du Bureau de la traduction, nous avons saisi l'occasion d'innover et de repenser notre façon de faire en recensant les contributions de l'ensemble du gouvernement du Canada dans un guichet unique. Cette initiative permet au Conseil de continuer d'assumer son rôle de mobilisateur et de faire rayonner les réussites en matière de langues officielles de l'ensemble des institutions fédérales. Et ces ressources-là, maintenant qui sont sur le portail du Bureau de la traduction, nous donnent la possibilité aussi de partager avec l'ensemble des Canadiens et des organisations canadiennes ces meilleures pratiques-là. Troisième pilier de notre plan stratégique vise à outiller les administrateurs généraux et les champions des langues officielles. Parce qu'un champion seul, souvent, se sent très seul, dépendamment du ministère où il est, peut se sentir très seul et a besoin de support. Donc, nous, on est vraiment là pour ça. Pour ce faire, nous avons notamment conçu une trousse d'outils des champions des langues officielles qui leur est fournie toute l'information et les ressources nécessaires pour bien s'acquitter de leurs responsabilités. On veut vraiment créer un réseau de champions à l'intérieur du gouvernement fédéral. Vous pensez à un ministère comme le mien, Service public et approvisionnement Canada, on est 2 co-champions, mais il y a 20 000 employés. Il y a une table de gestion de 35 personnes ou 40 personnes, peut-être 30 sous-ministres adjoints. C'est important, souvent, c'est notre force de ramener les langues officielles au milieu de la table puis d'en parler, mais c'est un support d'avoir une collectivité avec nous, un réseau sur qui on peut compter quand on fait face à des problèmes, à des enjeux, ou même qu'on veut promouvoir l'utilisation des langues officielles. Donc, comment on le fait? De se reposer sur d'autres qui l'ont fait avant nous, puis d'autres qui vivent les mêmes difficultés ou les mêmes bons coups, c'est beaucoup plus facile. Et ça donne ce réseau-là qui se soutient un l'autre. Le dernier pilier que je veux parler, c'est vraiment celui des partenariats qui vise à consolider les relations avec les partenaires actuels et identifier de nouvelles occasions de collaboration. Cette volonté de travailler de concert ou de co-créer est au cœur du mandat du Conseil du réseau des champions des langues officielles. Long titre. Peut-être regarder et rapetisser un peu dans les prochaines années. Le Conseil se veut rassembleur. Il comprend parmi ses membres des champions qui se sont portés volontaires. Donc, encore là, des gens qui sont souvent intéressés, qui sont passionnés de langue, qui sont passionnés de la langue française, qui viennent de communautés, soit
minoritaires au Québec ou minoritaires à l'extérieur du Québec, puis décident de s'impliquer. On a des représentants de plusieurs ministères tels que Patrimoine canadien, Secrétariat du Conseil du Trésor, le Commissariat aux langues officielles, Commission de la fonction publique, le Bureau de la traduction, Justice Canada et plusieurs autres. Il comprend aussi, parce qu'on ne veut pas que ce soit seulement des champions, on comprend aussi des représentants des réseaux des jeunes, réseaux régionaux des fonctionnaires fédéraux, la communauté nationale des gestionnaires, fait que tous les gens où on peut avoir une influence puis essayer de promouvoir la dualité linguistique dans la fonction publique, c'est un peu ce qu'on veut faire. Many federal institutions, including Library and Archive Canada, have established networks and advisory committee. These mechanisms are essential to mobilize stakeholders, promote discussion, and better understand the issues and needs of the communities. By empowering them, the federal government is fulfilling its obligation to implement Section 41 of the Official Languages Act. Official languages minority communities are vibrant and diverse. Although they have been marked by difficult time, they embodied resilience. Their stories are punctuated with victory and reveal unsung heroes who have fought to have their language rights recognized and to maintain their gain. Language and culture are intimately linked. It is essential that members of official languages minority be able to recognize themselves and feel valued. It is a question of representation and inclusion. It is also a way to nurture and strengthen linguistic duality, a fundamental Canadian value. We can better appreciate the culture of our fellow citizens by being inspired by their art in all its forms, by having a better understanding and respect for their characteristic, and by embracing this symbolic concept. In 2009, the Council of the Network of Official Languages Champion recommended to the former clerk of the Privy Council, Wayne Water, that the second Thursday in September be designated as Linguistic Duality Day in the public service. And I'm so proud of this, to be honest, of what's coming up this year. This day is an opportunity for federal institutions to promote linguistic duality and to celebrate our funding principle and our rich heritage as citizens of a bilingual country. Given the unprecedented success of Linguistic Duality Day in 2020, last year was a virtual event where we had over 2,000 civil servants 2,300, in fact, connecting all together to celebrate Linguistic Duality Day in the public service. Because of this success and the creation of the Linguistic Duality Network, we wish that the scope of this event be expanded beyond the public service and so that the day become a celebration in Canada by Canadian society as a whole. So this is why this year the Council has partnered with the Linguistic Duality Network, a group comprised of Canadian Parents for French, the Canadian Foundation for Cross-Cultural Dialogue, and French for the Future, to make this day a day that will be celebrated across Canada, hopefully by all Canadians, and make us proud to be Canadian, but also make us proud to be bilingual and celebrate that the linguistic duality. Our hope is that all Canadians, whether member of linguistic minority or majorities, can celebrate, enrich their knowledge, and strengthen their sense of belonging to the inclusive concept of linguistic duality. I am therefore pleased to announce en primeur, it's the first time that I talk about that agreement with our colleagues, and the promotion of this event, of this day, as really a national day of Linguistic Duality Day, that the Council is proposing the theme of inclusion for the next Linguistic Duality Day, which will be held across the country and hopefully celebrated by all Canadians on September 9, 2021. I hope that you can all join us for this celebration, as we will publish ourselves, and the Network of Linguistic Duality will be publishing an agenda for this day with all kinds of celebration.
and official languages in the public service. As you are probably aware, and I'll close on this, these are exciting times for official languages. In recent years, we have celebrated the 50th anniversary of the Official Languages Act and the 10th anniversary of the Linguistic Duality Day. A reform document released last February proposed a series of measures to modernize the Official Languages Act, including strengthening the implication of Part 7. Many stakeholders are working tirelessly on this modernization exercise and will soon see the culmination of their effort. As indicated in Minister Mélanie Joly's supplementary mandate letter, legislation will be introduced this year. We are therefore witnessing a period that can certainly become an important milestone in the history of language rights in this country. This past year has been challenging in many ways, but it has also been one of resilience, agility, and innovation. We see it in those forums. We've seen it in the Linguistic Duality Day with 10 times the participation that we had normally. Like many others, the Council and its partner have seized the opportunity to take advantage of recent technological advances to pursue their activity and even make them more impactful. In 2021, we welcome an average 10 times more participants to all of our events than in the previous year. And I hope it's not just because they are virtual, but it's because there's more and more people in this virtual world that care about linguistic duality and that care about the future of language in Canada. This has allowed us to democratize our event because they're virtual, bringing together employees instead of from the National Capital Region, bring people from across the country and opening our virtual door to people of other area and from all area of Canada to represent really the official languages across Canada. I am certain that the national conference we are attending today is no exception. Let's take this opportunity to enhance the many official languages initiative to foster connection and create new ties. In closing, I would like to leave you with a text from the UNESCO, which indicate that documentary heritage reflects the diversity of language, people, and culture. It is the mirror of the world and its memory. But this memory is fragile. Every day, irreplaceable parts of this memory disappear forever. This word of Damocles reminds us of the fragility of the French language in this country and of the uncertainties that it faces. I wish to thank you for your contribution to the preservation of our documentary heritage. You are the custodian of our collective memory. Your work is of great importance and has an impact on the vitality of communities. I hope that this panel provides a good reflection and a most enriching discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda, encore de m'avoir invité. Ça fut un plaisir de partager quelques mots avec vous. Merci beaucoup, Stéphane. Thank you.